Aujourd'hui, nous recevons Priscilla Telmont pour parler de l'exploration du monde comme exploration de soi. Priscilla Telmont, bonjour. Bonjour. Bonjour Lélie. Bonjour Frédéric. Bonjour Priscilla Telmont. Et merci d'avoir accepté de venir parler dans un studio confiné de ces grands espaces que vous avez explorés et qui vous habitent. En effet, vous avez fait des études d'ethnomédecine, mais très vite, vous avez été appelé par les grands espaces et vous avez parcouru le monde de missions humanitaires en voyage long cours. Vous êtes photographe, écrivain voyageur, membre de la Société des explorateurs français et vous faites partager votre passion de l'aventure et des horizons lointains à travers des reportages, des films et des livres dont on peut citer quelques-uns. Par exemple, La chevauchée des steppes en collaboration avec Sylvain Tesson, un autre grand explorateur à la fois du monde et de lui-même. Donc ça, c'est chez Robert Laffont. Ou alors Carnet de steppes aux éditions Glénat. Vous avez aussi publié, et c'est pour ce livre que vous nous recevons tout particulièrement aujourd'hui, chez Actes Sud, Himalaya, sur les pas d'Alexandra David Nel. Vous avez aussi fait un documentaire, Voyage au Tibet interdit, qui est paru chez MK2, et qui retrace votre dernière expédition en solitaire à travers l'Himalaya, sur les traces précisément d'Alexandra David-Nel, dont il sera beaucoup question aujourd'hui, puisqu'elle est l'exploratrice spirituelle par excellence. Alors Priscilla, comment est né ce virus du voyage ? Alors ce virus du voyage, je pense qu'on répond à des appels, tout simplement, que ça s'impose à soi. Du plus loin que je puisse me rappeler de cet appel-là, c'est vraiment de mon enfance, de cette envie d'explorer, de cet inconnu qui me fascinait. Je ne comprenais pas du tout pourquoi j'étais née à Paris. J'expliquais toujours à mes parents que je serais beaucoup mieux au fin fond de la forêt amazonienne ou en Centrafrique, à vivre avec les papous. Et donc j'ai eu la chance de grandir dans un peu une maison à grimoire avec des livres partout. Mon père est éditeur et donc j'ai plongé dans les livres. On n'avait pas la télévision. Et donc les livres ont été cet appel aux autres mondes, à cette curiosité incessante qui m'animait et d'essayer de comprendre toute la diversité de ce qui nous entoure. Et donc j'ai plongé, je me suis nourrie de lecture et donc la littérature de voyage a été mon viatique très rapidement. Et j'ai rencontré par les livres, je crois qu'on fait des rencontres magiques avec des anges dans la vie quotidienne et on peut aussi avoir des vraies rencontres littéraires. Et donc ça a été mon cas avec beaucoup d'écrivains voyageurs, dont Alexandra David-Nel. Et puis vous avez aussi une dimension, on le sait qu'on connaît votre parcours, une dimension spirituelle, une quête intérieure. Est-ce qu'elle était déjà présente dans l'enfance ou dans l'adolescence ou elle est venue avec les voyages ? Je crois que, pour résumer, je crois qu'il y a ce mot de Ségalen qui est très beau, qui dit « il a fait un long voyage ». Mais comme toujours, ce n'était qu'un voyage en soi et au fond de soi. Et donc, je crois que oui, l'aventure est une forme d'excuse pour s'explorer soi-même. Il y a une sorte d'exploration. L'être humain est une forme de tache blanche, d'exploration infinie. On le voit bien aujourd'hui à travers tous les travaux de neurosciences. Vous avez reçu Mathieu Ricard. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qu'on est en train d'ouvrir et d'explorer, que les peuples premiers avaient exploré d'une autre manière. Mais donc, l'exploration géographique est finalement une excuse pour aller au-delà et au-devant de soi. Bien sûr, mais ma question était aussi sur le fait que vous nous disiez, en lisant des livres, vous posiez plein de questions sur le monde. C'est-à-dire, vous disiez à quoi ressemble ce monde, j'ai envie de rencontrer les gens et tout. Est-ce que consciemment, enfant ou adolescent, vous vous posiez aussi des questions du type « mais pourquoi est-ce que je suis sur Terre ? Quel est le sens de ma vie ? Comment réussir ma vie ?» ou c'est des questions qui se sont formulées plus tard? Je crois qu'elles se sont formulées plus tard. Très honnêtement, j'ai toujours eu un grand appétit sans avoir évidemment un appétit mystique, parce qu'on ne peut être qu'appelé par ce mysticisme qui nous entoure quand on commence à l'observer et à avoir ce regard un peu accru et cette clairvoyance un peu nerveuse du monde qui nous entoure. Après, ces questions métaphysiques sont venues, je pense, à l'adolescence, mais dans la petite enfance, j'avais plus un appétit de me dire mais qu'est-ce qui se passe de l'autre côté de l'horizon en voyant la mer, en voyant l'océan, et j'aimerais grimper la montagne même si elle est haute. Du haut de mes 5 ans, je me disais mais qu'est-ce qu'il y a en haut de cette montagne ? Je veux vraiment aller le voir. Donc j'avais plus déjà
déjà un appétit géographique, et avant d'avoir un appétit de l'invisible. Hein. Oui, parce qu'on le voit dans tous les voyages que vous avez faits, c'est pas n'importe quel voyage. Vous avez fait des voyages où vous avez rencontré des lamas tibétains, des chamans, c'est-à-dire que vous avez été attiré quand même particulièrement par des personnes qui nous parlent de l'invisible. C'est vrai, qui nous parlent de l'invisible et qui nous parlent de la vie, tout simplement. Je crois que c'est ça, c'est surtout ça. Ils nous parlent de la vie, et ils nous parlent de la vie qu'on devrait être capable de voir si on voulait bien regarder, si on voulait bien utiliser tous nos sens. On est, je crois, hélas, un peu pollué par une immédiateté de ce que l'on pense être le réel. Vous devez aimer la poésie. Et ouais, j'aime beaucoup la poésie. Voilà, et vous la aimez poésie aussi, du monde. Ouais. oui, en fait, ce que je remarque aussi dans ce livre Himalaya sur les pas d'Alexandra Davinel, où il y a beaucoup de très belles photos, on s'en faisait la remarque avec Frédéric. Mais je constate aussi que la plupart des photos, il y a des êtres humains dedans. C'est-à-dire que c'est pas juste grimper la montagne qui semble vous intéresser, mais aussi aller à la rencontre des autres. Un peu, tout à fait. Je crois que c'est l'essence de l'existence. Moi, ce qui me passionne, c'est l'autre. J'aime profondément l'être humain. J'ai une passion pour l'être humain et d'aller chercher ce qu'il a à m'offrir et ce qu'il a à partager. Et si j'ai un métier, c'est de transmettre cette émotion, de transmettre ce qui m'a été donné et de pouvoir être contagieuse dans cette émotion, de pouvoir donner à vivre cette émotion qui m'a été offerte. Et c'est un cadeau immense que d'avoir... le monde offert est un cadeau. Et donc c'est un cadeau immense que de pouvoir transmettre les voyages que j'ai pu faire et les rencontres que j'ai pu avoir. Et c'est vrai que pour moi, les autres sont une source sans fin de questionnement, de curiosité, d'apprentissage. J'apprends auprès des autres tous les jours. Oui, vraiment. Alors vous avez, on l'a dit tout à l'heure, lu un certain nombre d'auteurs. Parmi eux, donc, Alexandra Davinel a été un choc. Racontez-nous un peu cette rencontre avec Alexandra Davinel, mais c'est l'occasion aussi, et on va y consacrer un peu de temps dans cette émission, c'est l'occasion un peu de la faire découvrir aussi à nos auditeurs pour ceux qui ne la connaissent pas. Oui. Alexandra Davinel, c'est notre exploratrice française par excellence. Il faut imaginer ce petit bout de femme d'1,56 m qui a consacré sa vie à l'exploration et à l'étude, qui ont été ses deux grandes passions. Elle a vécu plus de 101 ans, née en 1868, donc un personnage fascinant qui a traversé les âges, les siècles, pour moi en tout cas, et qui nous donne en héritage des essais, des livres, des romans absolument extraordinaire. Donc Alexandra, quand je l'ai rencontrée, j'avais 14 ans. Et j'ai lu son livre le plus célèbre, Voyage d'une Parisienne à Lhasa, qui raconte son incroyable exploit de sa traversée du Tibet en 1923, quand le Tibet était interdit aux étrangers. Il s'était refermé au XVIIIe siècle pour les étrangers. Et Alexandra va avoir cette magnifique idée qui lui a été soufflée par un de ses amis japonais de se déguiser en mendiante tibétaine et de partir avec son fils adoptif qu'elle a rencontré quelques années auparavant au Sikkim, de partir en tant que vieille mère et son fils sur les chemins du Tibet, son fils qui est lama, qui est sikkimé. Et ils vont comme ça cheminer. Quel âge elle a ? Elle a 56 ans, donc c'est absolument incroyable. Il faut imaginer en 1924 une femme de 56 ans qui va s'élancer pendant plus de 7 mois sur les hauts plateaux tibétains, à entre 5000 et 7000 mètres, pour gagner la citadelle du haut pays des neiges, qui a fait rêver les explorateurs, les missionnaires, les mercenaires. Et personne n'arrivait à... Et qui a fait tellement couler, évidemment, d'encre et de sang depuis. Mais, oui. Elle parlait le tibétain, elle l'avait appris. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'Alexandra... était une leçon de courage, une leçon de s'approprier son existence extraordinaire. Comme je le disais, en 1868, les femmes étaient vouées plus à être des femmes au foyer, des femmes mariées et absolument pas indépendante. Alexandra était une anarchiste avant l'âge. Elle a écrit d'ailleurs un petit livre extraordinaire que j'invite les auditeurs à lire, qui s'appelle Pour la vie, qui a été un de ses premiers livres libertaires, où elle dénonce évidemment l'autorité, où elle dit mais l'autorité c'est la mort et l'obéissance c'est la mort. Donc prenez votre vie, prenez vos jambes à corps et allez au bout de votre vérité. Et c'est ce qu'elle a fait toute sa vie. Elle a été au bout de sa vérité. D'ailleurs, c'était une femme qui était mariée, oui. mais qui a presque pas vécu
plus de 3 jours de suite avec son mari, elle était tout le temps sur les routes. Alors c'est vrai qu'Alexandra donc, a étudié, elle était anarchiste même pour ses études, parce qu'elle a voulu passer aucun diplôme, a étudié les textes en tant qu'orientaliste, a eu ce choc au musée Guimet quand elle a rencontré cette statue du grand Bouddha, ce qui a été pour elle une révélation, une évidence, que son âme jaune, comme elle l'appelait, et qu'il fallait ce mouvement qui l'a guidée pour aller au-delà de ses forces physiques, aller être son chemin de vie, toute son existence. Et Alexandra va étudier le tibétain, le sanskrit, et va faire plusieurs voyages en Inde. Et en 1904, elle va rencontrer Philippe Nel, avec qui elle se marie, qui était ingénieur des chemins de fer à Tunis. Mais 7 ans plus tard, évidemment, la vie maritale l'ennuyait prodigieusement, et elle lui annonce qu'elle va partir sur le terrain, parce que évidemment, elle avait déjà cette vision qu'un orientaliste devait être un orientaliste de terrain et pas dans les livres. Pour elle, les bibliothèques, c'était très bien, mais une fois qu'on avait été sur le terrain et qu'on était au plus proche des êtres et étudier les textes au plus proche de ses maîtres. Et donc, Alexandra annonce à son mari Philippe Nel qu'elle part pour quelques mois de voyage, et elle va rentrer 14 ans plus tard. Alors, messieurs, si vous m'écoutez, si votre femme vous annonce qu'elle part en voyage, faites attention. Si elle a le virus d'Alexandra, elle peut faire le tour du monde avant de rentrer. Voilà. Donc, les choses sont évidemment différentes. Il y a eu la Grande Guerre entre-temps, et Alexandra a passé 14 ans de sa vie. Alors, j'en profite pour les auditeurs qui la connaissent, dire une vérité, parce qu'on a longtemps cru qu'Alexandra avait été soutenue financièrement par son mari, et qu'elle avait pu avoir cette vie de voyage incroyable parce que son mari avait été un formidable mécène. Et pas du tout. Alexandra avait reçu un héritage d'une de ses tantes et de ses marraines, et puis elle était déjà journaliste, donc elle écrivait des papiers. Son mari n'était juste qu'une sorte de gestionnaire qui lui envoyait des mandats et gérait son argent. Et donc, Marie-Madeleine Perronnet, qui est la secrétaire d'Alexandra David-Nel, qui a passé les 10 dernières années de sa vie avec l'exploratrice, et qui aujourd'hui encore s'occupe de la fondation à plus de 80 ans. Donc, il faut courir. Qui est à Digne. À Digne-les-Bains, à Digne, dans le un sud. musée consacré à Alexandra David-Nel. C'est très beau, j'y étais. Et Franck Tréguier et Marie-Madeleine Perronnet s'occupent de cette fondation depuis des années de manière magnifique pour faire rayonner l'œuvre d'Alexandra, et qu'on ne l'oublie pas. Ce serait peut-être intéressant, Lily, je ne sais pas si vous avez prévu de nous dire quelque chose d'Alexandra David-Nel. Eh bien, en fait, nous avons, en préparant cette émission avec Priscilla Telmont, nous sommes convenus qu'elle nous apporterait un texte d'Alexandra David-Nel qui lui plaît tout particulièrement. Alors, l'extrait que vous avez choisi est très intéressant. Vous nous direz après pourquoi vous l'avez choisi. Est-ce que c'est un peu vous aussi que vous voyez dans cela, même si évidemment les conditions de voyage sont un peu moins difficiles aujourd'hui, à la fois pour tout le monde et en particulier pour les femmes. Mais néanmoins, je crois sentir quand même dans ce passage que vous avez voulu nous dire quelque chose de vous-même. Qu'avais-je osé rêver? Dans quelle folle aventure étais-je sur le point de m'engager? Je me rappelais celle qui l'avait précédée, le souvenir me revenait de fatigues endurées, de dangers courus, d'heures où la mort m'avait frôlé. C'était cela encore et bien pire qui m'attendait. Et quelle en serait la fin? Triompherais-je? Arriverais-je à Lhasa, riant de ceux qui ferment le Tibet? Serais-je arrêtée sur ma route ou vaincue pour jamais? Finirais-je au fond d'un précipice sous la balle d'un brigand, ou bien emportée par une maladie au pied d'un arbre ou dans une caverne, comme une bête des forêts? Qui pourrait le savoir? Mais je ne permis pas à ces pensées lugubres de me dominer. Quel que dût être l'avenir qui m'attendait, je ne reculerai point. Arrêtez-vous ici, n'avancez pas plus loin. Tel était l'ordre étrange qu'une poignée de politiciens occidentaux se substituant au gouvernement de la Chine se permettait d'intimer aujourd'hui aux explorateurs, aux savants, aux missionnaires, aux orientalistes du monde entier, à tous, sauf à leurs agents, qui parcouraient librement le pays, toujours dénommés interdits. Quel droit avaient-ils d'ériger des barrières autour d'une contrée qui, légalement, ne leur appartenait même pas? De nombreux voyageurs partis pour Lhasa et contraints de rebrousser chemin s'étaient résignés, acceptant leur échec. Moi, je relevais le gant. On ne passe pas ici. 2 fois, je me l'étais entendu dire, et je riais maintenant à ce souvenir toute seule dans la nuit, au milieu de la brousse. On ne passe pas, vraiment. Une femme passerait. Une Parisienne. Une Parisienne, au passage, quelle belle plume. Oui,
sublime. C'est une leçon de vie, de courage et une écriture extrêmement contemporaine et moderne. Il faut imaginer que ce livre a été écrit il y a près d'un siècle, en 1927, 3 ans après son retour. En France. Moi, je ne me lasse pas de relire des chapitres de ce livre. Et c'est vrai qu'il a été fondateur véritablement dans ma vie d'aventure. Ce livre a été pour moi l'idée même que tout était possible. Si une femme à 56 ans en 1924 pouvait traverser le Tibet, pourquoi je ne pourrais pas le faire, moi ? D'ailleurs, vous l'avez fait, donc vous avez refait le voyage qu'a fait Alexandra Daminel. Il y a un très beau DVD, Voyage au Tibet interdit. Vous avez refait exactement, enfin, pas exactement, parce que les routes ne sont pas tout à fait les mêmes. Enfin, racontez-nous un petit peu cette aventure que vous avez vécue pendant aussi 7 mois. Ben oui, alors c'était en fait une promesse que je m'étais faite après avoir fermé ce livre. Je me suis dit, mais c'est incroyable, quel personnage et quel foudroiement. C'était vraiment un foudroiement. Elle disait les mots de mon âme, en fait. Je lisais ces mots et j'étais foudroyée en me disant, mais quelle beauté, quelle reconnaissance souterraine, hein, tout d'un coup j'avais avec Alexandra. Et qui m'a beaucoup nourrie. Et donc je me suis dit, mais il faut lui rendre hommage, il faut parler de ce Tibet d'aujourd'hui, au regard de l'expédition d'Alexandra. Évidemment, on en parlera tout à l'heure peut-être, mais de ce que vit le Tibet depuis plus de 60 ans. On peut en parler aussi maintenant. Oui, oui, c'est-à-dire que là, les Occidentaux interdisaient, maintenant c'est les Chinois. C'est les Chinois, bien sûr. Et donc finalement, les choses n'ont pas beaucoup changé pour d'autres raisons, mais ce pays reste toujours un pays sacrifié. Et j'avais très envie de pouvoir parler d'Alexandra et du Tibet d'aujourd'hui, et combien il est toujours aussi difficile de se présenter au pied de la citadelle au Pays des Neiges et d'y marcher librement. Et donc, voilà, j'ai décidé de faire une sorte de grand sourire à travers l'Himalaya, mais en ne retraçant pas exactement l'itinéraire, parce que, comme vous le disiez, Frédéric, aujourd'hui, les choses sont difficiles. Les camps militaires chinois sont un peu partout. Il faut avoir des laissez-passer, des passe-droits, être accompagné d'un officier de liaison qui vérifie que vous ne parlez pas au tibétain pour savoir ce qui se passe vraiment, loin des médias. Et donc, j'avais très envie de partir d'une mer à l'autre. Et donc, je suis partie du golfe du Tonkin depuis le Vietnam, depuis Hanoï, là où Alexandra, puisque on parle de sa vie d'exploratrice. Mais avant d'être exploratrice, Alexandra était cantatrice. Et donc, elle a eu une première vie, elle a eu 1000 vies et puis 100 cordes à son arc. Et donc, Alexandra avait été cantatrice la première partie de son existence. Et donc, j'avais envie, comme ça, comme un clin d'œil, là où elle avait chanté à l'opéra d'Hanoï, de partir donc d'Hanoï, de remonter les grandes jungles du Nord-Vietnam. À pied, donc en solitaire. Je suis partie seule avec un petit sac à dos de 10 kilos. Et de remonter après les grands fleuves d'Asie qui prennent leur source au Tibet, donc le fleuve Rouge et le Mékong, à travers ce magnifique manteau d'Arlequin qui est le Yunnan, et de toute cette population et de toutes ces communautés qui la peuplent. Et puis de gagner la chapelle catholique française d'où Alexandra est partie, donc à la frontière du Yunnan et du Tibet, à Tsedrong, donc où elle commence son livre Voyage d'une Parisienne à Lhasa, où elle dit adieu mon père, nous partons pour cette grande aventure. C'est sa 5e tentative pour gagner le Tibet. Elle ne sait absolument pas si elle va y arriver. Et donc de là, j'ai pu me mettre dans les pas d'Alexandra. Donc après déjà un long voyage qui m'avait permis de me dépouiller de mes habits urbains, de gagner l'altitude en lenteur et d'arriver donc à Tsedrong dans les pas d'Alexandra et de retrouver dans cette chapelle qui existe toujours déjà un peu une émotion particulière, parce que je me disais qu'Alexandra avait été là 80 ans auparavant, donc c'était très émouvant. Et après, de pouvoir la sentir à mes côtés, rire dans les forêts, à dire, dis donc, la petite jeunette, là, tu souffles en montant les cols. Et moi, j'avais 56 ans en montant ces mêmes cols. Donc, elle a été très présente, évidemment, dans ce voyage. Vous aviez quel âge quand vous avez fait ce voyage ? J'avais 27 ans. Et j'ai eu le bonheur de la sentir présente. Alors, si on est attentif aux anges, attentif aux âmes, j'allais complètement me ressourcer dans son énergie. Dès que je perdais un peu foi dans ce voyage face à l'administration ou face aux difficultés géographiques, puisqu'évidemment, il faut s'imaginer qu'au Tibet, on passe par des hauts cols, de pèlerinage ou pas, et puis par la difficulté administrative qui faisait que le voyage était très compliqué. Je n'étais pas déguisée en mendiante tibétaine, mais plus d'une fois, j'aurais aimé le faire pour que les choses soient plus simples, évidemment. Donc ça a été un voyage fabuleux jusqu'à Lhasa, et de là, j'ai redescendu, comme l'avait fait Alexandra, le Sikkim, donc qui est ce petit
royaume qui appartient à l'Inde maintenant, qui est entre le Bhoutan et le Népal, et descendu jusqu'au Bengale, donc à Calcutta, là où les cendres de l'Alexandra ont été dispersées avec Aphor-Yongden par Marie-Madeleine Perronnet dans le Gange. Voilà, c'était une sorte de boucle entre sa première vie au Vietnam et puis ses cendres qui ont été dispersées dans le Gange. C'est combien de kilomètres et combien de temps pour faire ça? Alors, oui, on donne des chiffres, mais ça n'a pas beaucoup d'importance. Mais c'est plus de 5000 kilomètres à pied et c'est pratiquement 7 mois de voyage. Voilà. Et on voit dans le DVD qu'il y a des moments très difficiles. Vous vous faites attaquer par des brigands, vous restez bloqué à plein d'endroits. Enfin, ça a dû être éprouvant quand même. Oui, l'aventure solitaire nous permet d'aller chercher nos ressources intérieures fabuleuses, quoi. C'est sûr que l'aventure physique, quand on est une femme ou quand on est un homme, est une aventure en soi. L'exploration est évidemment quelque chose... Vous en parliez tout à l'heure, Lélie, c'est vrai qu'aujourd'hui, on parle d'exploration, mais finalement, c'est une redécouverte. Parler d'exploration aujourd'hui, la fameuse terra incognita, la tache blanche n'existe plus. On est balisé par nos satellites. Google Earth navigue sur tous les petits centimètres de notre Terre. Donc, on ne peut que explorer. Je pense que justement, explorer les âmes et explorer les êtres, là, est une exploration sans fin. Explorer géographiquement, on ne fait que redécouvrir et de marcher sans cesse dans les pas des autres. Oui, en même temps, justement, c'est ce que j'ai ressenti face au choix de ce texte, c'est qu'on a le sentiment que cette marche, c'est aussi une façon qu'elle avait et que vous avez eue de vous lancer un défi qui est à la fois physique et spirituel. C'est-à-dire qu'il y a, le premier paragraphe est fait que de questions sur les difficultés à venir, et on a quand même le sentiment que il faut un courage incroyable et que d'une certaine façon, vous vous forgez votre courage en y allant, et physiquement et aussi intérieurement, parce que c'est pas tout il faut non seulement avoir la force physique, mais il faut ne pas avoir peur. Enfin, il me semble que c'est vraiment la grande aventure du courage et que c'est ça que vous avez voulu mener à bout. La grande aventure du courage, ou je dirais la grande aventure de la confiance. Moi, j'ai une immense confiance, en fait, et qui est absolument pas nihiliste, parce que je me dis que si l'aventure s'arrête là, c'est comme ça. C'est que j'ai vécu ce que je devais vivre. Et donc, on parlait de la notion de peur. Et j'ai évidemment peur, parfois, souvent, en expédition, en voyage. Mais c'est une peur qui attise mes sens, qui me permet d'être vraiment, de pouvoir ouvrir mes 5 sens au plus proche, de pouvoir vraiment avoir l'esprit clair, lucide. Je crois qu'il y a des peurs qui sont paralysantes et qui vous empêchent de vous mettre en chemin. Pas simplement en voyage, que ce soit dans la vie courante, les peurs de tout. On peut se créer beaucoup de choses. Et Alexandra dit ce mot très juste, elle dit « une fois en chemin, tout se simplifie ». Et c'est vrai, quand on est capable de dépasser une angoisse première, ou en tout cas la peur des autres qui peut être contagieuse, c'est de retrouver cette confiance profonde, cet appel que vous aviez pour vous mettre en chemin. Et après, les choses, évidemment, se simplifient, parce que tout ce qu'on pouvait imaginer, et le mental qui nous rattrape, au lieu d'avoir cette intelligence perceptuelle et de sentir profondément en soi qu'on est dans sa vérité, parfois on se laisse stopper dans cette vérité-là, parce que le mental reprend le dessus et qu'on se laisse happer par cette peur du danger, de la mort, mais ça, de l'agression. C'est vraiment, vous éprouvez, là, je rejoins ce que dit Lily, avec un voyage comme ça, vous éprouvez toutes les vertus spirituelles, vous êtes confronté par le réel à tout ce qu'on peut imaginer de la vie spirituelle, sauf que là, quand il faut lâcher prise, quand il faut avoir confiance, c'est dans des situations de vie très concrètes dans lesquelles vous vous mettez en danger, et donc c'est un vrai chemin spirituel. C'est-à-dire ce que vous faites là, c'est vraiment l'occasion de vérifier, de valider, de progresser sur un chemin intérieur. Oui, et puis c'est une forme de... Moi, je vois ce voyage comme une forme de grand pèlerinage, en fait. On va marquer une petite pause musicale, et dans la foulée, on va entendre la voix d'Alexandra David-Néel. Merveilleux. Donc on va pouvoir entendre ce timbre très particulier qu'elle avait. Vous vous souvenez, madame, que lors de notre premier entretien,
Premier entretien, Oui. entretien. Notre premier entretien, je vous avais demandé si vous consentiriez à me donner des explications sur les objets qui Oui, autour et je vous de dis, nous. on verra ça Et plus alors, vous tard. m'avez dit, on verra ça plus Oui. tard, mais vous n'y êtes jamais Non, on n'est revenu. jamais venu, ce sera pour la vie prochaine. Ah bon, parce qu'il y a des tas de choses tout de même qui sont intrigantes pour un occidental. Oui, mais ils ne les voient pas, eux, ceux qui sont là, qui écoutent. Oui, mais enfin, tout de même, si, enfin, il est trop tard. Non, votre non, il aurait cérémonie. fallu, il faut Non, faire... par alors- exemple, nous avons ces fémurs qui Ah, servent oui. aux cérémonies magiques Oui. et qui sont incrustés. Et puis vous avez tous ces bouddhas, vous avez ces moulins à prière. Mais c'est pas les moulins à prière. Dites pas ça comme Ce sont ça. pas des c'est- moulins à Oh, prière. bon, c'est les imbéciles qui disent ça. Ah bon, alors comment appelle-t-on ça? Les manies. Des manies? Oui. Et quel est le sens exact? Ah, parce qu'on dit manie là-dessus. Ah bon? Mais alors, qu'est-ce que sont ces fémurs? Enfin, quelle est leur Ah, c'est une bonne utilisation? chose, ça, c'est tantrique, ça, c'est pour aller au cimetière et appeler les démons. Alors, comment ça se passe, la cérémonie? Ah, c'est long, ça s'appelle tchut. Bon, ça, c'est... Je peux pas vous raconter ça. Vous êtes sur France Culture dans l'émission Les Racines du Ciel en compagnie ce matin de Priscilla Telmont. Nous parlons de l'exploration du monde comme exploration de soi. Je rappelle le très beau livre que vous avez publié, Himalaya au pluriel, sur les pas d'Alexandra Daminel aux éditions Actes Sud. On vient d'entendre Alexandra, on voit qu'elle a de la force, hein. C'est quelqu'un qui a quelle autorité, hein, c'est ce qu'on se dit. C'est ce que dit Marie-Madeleine Perronnet, la secrétaire d'Alexandra. Elle disait qu'elle n'aimait pas la tiédeur idéologique et elle ne supportait pas quand les journalistes ne savaient pas de quoi ils parlaient. Et donc, à la fin de sa vie, il faut imaginer là, les enregistrements qu'on entend, c'est des enregistrements qui ont été faits quand elle avait 95 ans. Elle avait toute sa tête et une force et une intelligence. Et Marie-Madeleine le raconte que ça a été 10 ans absolument extraordinaires parce que Alexandra avait cette force vitale et cette puissance de travail, cette puissance d'étude, cette curiosité du monde sans fin. Elle avait soif, elle avait faim du monde. Et de jour comme de nuit, il n'y avait pas d'heure. Elle pouvait appeler Marie-Madeleine à 4 heures du matin parce que tout d'un coup, elle devait relire un texte du Mahabharata. Bref, elle était invivable, quoi. Je ne sais pas s'il était invivable. C'est peut-être votre notion de ce qui est invivable. Mais en tout cas, elles se sont magnifiquement rencontrées. Marie-Madeleine espérait rencontrer une grande intelligence et Alexandra a eu la chance d'avoir quelqu'un qui était voué vraiment à son service et elles se sont entendues magnifiquement. Et j'invite aussi à lire la correspondance avec Philippe Nel qui permet de découvrir une grande sensibilité qu'on ne peut peut-être pas sentir dans les livres d'Alexandra qui sont d'une force incroyable pour une femme de cette époque. Et quand on lit la correspondance avec Philippe Nel de ses 14 années passées en Asie, on voit aussi toute la vulnérabilité de cette femme qui allait au-delà de cette vulnérabilité pour aller au plus près de sa vérité et au bout de sa vérité. Et donc, cette correspondance, c'est Marie-Madeleine qui l'a publiée après la mort de l'exploratrice, parce qu'elle ne voulait pas que ce soit publié de son vivant. Et donc, c'est un livre extraordinaire. Est-ce qu'on connaît un petit peu, est-ce qu'elle révèle un petit peu, j'ai envie de dire, ses options spirituelles? Est-ce qu'elle a elle adhère plus particulièrement à une religion ou à une autre, ou pas spécialement? Elle est aussi très libre vis-à-vis de toutes les religions, comme elle était dans la vie en général. Elle disait cette très jolie phrase que je trouve très juste. Elle dit: il faut connaître toutes les religions pour en choisir une. Elle en a choisi une? Le bouddhisme, oui. Mais elle se sentait vraiment bouddhiste, parce qu'elle disait que c'était très difficile pour un occidental d'être bouddhiste. Oui, mais parce qu'elle étudiait les textes et qu'elle était dans cette pratique. Mais au début de sa vie, elle était panthéiste. On retrouve des textes d'elle où elle disait ce sentiment panthéiste de la nature et du monde, ou devant un coucher de soleil ou un superbe arbre. Elle disait mais que c'est beau, cela doit être Dieu. Et déjà à son plus jeune âge. Donc oui, elle était panthéiste et profondément panthéiste et puis bouddhiste à la fin de sa vie. Elle n'a pas été proche de la société théosophique également? Si, tout à fait, à Londres. Donc elle est partie dans son jeune âge. Donc l'ésotérisme l'intéressait? Complètement, bien sûr. Elle a été, jusqu'à la fin de sa vie, elle a été portée, par toute la connaissance de l'invisible et du visible. Alors, sur les pas d'Alexandra Daminel, est-ce que vous avez aussi partagé ça avec elle? C'est-à-dire pas seulement faire le chemin qu'elle a fait, physiquement, s'entend, géographiquement, mais est-ce que vous avez aussi fait ce chemin à la fois intellectuel, spirituel, et cette démarche vers aussi la religion autre qui était le bouddhisme?
C'est difficile parce que Alexandra est un personnage pour moi tellement entier et complexe. Et voilà, je n'ai pas 40 ans et Alexandra a vécu jusqu'à 101 ans. Oui. Peut-être que dans quelques années, on pourra vous en êtes reparler où? de ça. Oui, mais vous en êtes où? Vous en êtes où? Moi, Qu'avez-vous trouvé à Lhasa? Alors, qu'est-ce que j'ai trouvé à Lhasa? Alors, je pense que j'en suis encore au sentiment très panthéiste. Évidemment, j'aspire et je suis très proche du bouddhisme, qui est dans ma pratique quotidienne de vie. Après, je n'ai pas fait de retraite de 3 ans, 3 mois, 3 jours. Je ne pratique pas tous les jours, mais j'ai évidemment cet appel qui est très profond. Mais je me définirais plus comme panthéiste ou que tout est en Dieu. Voilà, le panthéisme de Spinoza. Ouais. Parce que en fait, vous avez aussi été initié par une chamane en Amérique du Sud, au Pérou, si je ne m'abuse. Et vous avez écrit un article, enfin, où vous racontez cette expérience. Et on a le sentiment que votre initiation, disons, à l'invisible, se fait plutôt à ce moment-là. C'est-à-dire quand vous rencontrez cette femme chamane. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Je crois que c'est un chemin. Les choses arrivent quand elles sont justes pour arriver. Moi, je me laisse guider avec beaucoup de confiance, comme je le disais tout à l'heure. Et j'accueille tout ce qui m'arrive, ces rencontres qui sont chargées d'âme et de mystère. Parce que quand on ne peut pas expliquer les choses, je m'en remets au mystère. Et c'est ce qui est bien, ce que disait Maître Eckhart. C'est, mais on ne sait pas quoi. Et c'est vrai que la rencontre avec Justina a été c'est une femme Shipibo, une indienne Shipibo, de la communauté Shipibo en Amazonie péruvienne, le long de l'Ucayali. Et j'ai eu la chance de la rencontrer il y a 5 ans, lors d'un documentaire que je tournais sur les plantes médicinales et la sauvegarde, ces gardiens de la forêt au Pérou. Et ça a été une fulgurance, une reconnaissance aussi souterraine, très profonde. La chose très étonnante, c'est que sa propre fille s'appelle Priscilla. Et donc, dans un petit village perdu à 5 jours d'un premier village, d'arriver dans une communauté Shipibo et d'avoir une femme qui s'appelle Priscilla, c'était très étonnant. Et donc, Justina, qui est guérisseuse, qui est chamane, qui est cette intercesseur entre le monde des vivants et des esprits, m'a dit qu'elle m'attendait et qu'elle savait que j'allais venir et qu'il fallait que je sois initiée, que j'étais comme sa propre fille puisque sa fille ne voulait pas être initiée. Donc les esprits lui avaient envoyé une autre Priscilla. Et donc c'est vous pouvez main invisible qui nous guide, c'est quelque chose. Hein. Donc vous pouvez imaginer forcément ma surprise. J'étais là moi en tant que vraiment journaliste et documentariste. Et donc j'étais évidemment très, très bouleversée et très reconnaissante de cette rencontre. Et je ne pouvais qu'accueillir ce cadeau qui m'était fait. Après, c'est vrai que de rentrer dans l'univers du chamanisme, c'est un peu comme une psychanalyse. Vous en avez pour 20 ans. Donc il faut... on se lance, quoi. On sait qu'on va pas mettre juste un pied et en sortir. On met un pied et c'est le chemin d'une vie qui vous attend. Donc j'y suis allée sans réticence, mais en étant avec une certaine appréhension, parce qu'évidemment, c'est des choses qui sont très loin de notre compréhension du monde, en tout cas de ce qu'on peut appréhender dans notre connaissance et de ce qui nous est donné dans le monde occidental. Et il faut désapprendre ce qui nous a été appris et accueillir finalement une approche du monde qui est totalement différente. Donc oui, finalement, c'est un chemin spirituel autre qui ne fait que continuer et qui est dans la continuité de toute mon existence physique et aventureuse. Racontez ce que vous avez fait, le fait que vous avez bu un breuvage fait à partir d'une liane particulière. C'est important de savoir concrètement. Et quel état modifié de conscience vous avez vécu? En quoi ça a changé votre regard sur vous-même ou sur le monde? Alors, les Indiens Shipibo, comme dans tout le bassin amazonien, utilisent une plante psychotrope qu'on appelle l'ayahuasca, qui est en fait un mélange de 2 plantes, une liane, l'ayahuasca, qui est une plante purgative, et la chacruna, qui va être une plante qui apporte les visions. Et donc, c'est le mélange de ces 2 plantes qui sont utilisées en cérémonie pour les guérisseurs. Alors, en Sibérie, on utilise le tambour pour rentrer en transe et que le chaman puisse intercéder avec les esprits et voir ce qui a été dérangé dans l'harmonie du monde. Pour les Indiens, en tout cas des pays chauds, on utilise des plantes psychotropes pour permettre d'avoir cet accès
au monde invisible et aux esprits. Et donc on peut la donner à la personne qui vient se faire soigner, ou c'est simplement le guérisseur qui va l'employer pour identifier la maladie ou identifier ce qui a provoqué la désharmonie ou le fait que vous soyez mal comporté et que les esprits, malgré les messages qu'ils ont pu vous envoyer, ont fini par vous envoyer des problèmes. Voilà. Et donc Justina m'a donné à vivre plusieurs cérémonies il y a 5 ans, et j'y suis retournée là récemment. J'ai passé plusieurs semaines à ses côtés en forêt pour continuer cette initiation qu'elle me demande et que je vais suivre pendant plusieurs années, puisque je le disais, ça va être un long chemin avant de pouvoir bien entendre et comprendre le message de Justina. Donc j'ai bu cette plante, l'ayahuasca, qui vous amène à ne plus du tout être dans le mental et être dans une intelligence perceptuelle, de lâcher complètement et d'avoir accès à cette interdépendance du monde. Voilà, ce que disent les Indiens, c'est que finalement tout est relié. Tout est Donc relié vous vous par un sentez faire fil partie invisible. du tout, Oui, et puis vous lâchez votre sentiment d'individualité. Oui, et puis cette plante qu'on appelle la mère, la plante mère, est aussi est une plante qui vous apporte à véritablement expérimenter une petite mort. On l'appelle aussi la petite mort, dans le sens où ce n'est pas du tout une drogue attractive, hein. C'est-à-dire on n'est pas du tout dans l'idée du trip, c'est pas du tout ça, hein. On va être vraiment dans une souffrance corporelle, on peut vomir beaucoup, avoir d'immenses diarrhées, souffrir physiquement, et être justement cette liane de cette intelligence végétale vous amène à expérimenter vos plus grandes peurs pour être capable de les dépasser, d'aller au-delà de ces peurs. Et donc d'expérimenter votre propre mort ou de vos plus grandes peurs. Donc la plante va C'est ce que vous avez vécu ? Oui. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce que vous avez vécu, vous. Bien sûr, Là, parce que là, bien vous, sûr. vous théorisez. Mais... Ah non, je théorise pas, mais c'est pour expliquer de manière plus Bien large. sûr. Après, moi, j'ai eu la chance dans les premières expériences avec Justina. J'allais dire Alexandra, c'est marrant. Finalement, tout ça ne forme qu'un. Mais avec Justina, j'ai pas été du tout malade, moi, les premières fois quand j'ai pris l'ayahuasca. J'ai eu le cadeau immense de vivre la nature dans son plus grand spectre. Justina m'a donné à voir tout d'un coup ce lien que nous avons avec le vivant dans l'invisible, et cette force vitale, et cette énergie vitale, et que tout est énergie. Et elle m'a permis de me transformer. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que par l'ayahuasca, vous avez complètement conscience de ce que vous vivez. Donc vous êtes à la fois dans ces visions, dans les visions que vous avez, qui vous sont données par la plante, et en même temps, vous avez conscience de ce que vous vivez. Donc quand vous sortez de ce qu'on appelle l'ivresse, une fois que la plante a été ingérée et que vous avez l'ivresse qui monte, ça peut durer plusieurs heures. Donc avec des chants qui accompagnent, on l'entendra peut-être tout à l'heure, un des chants, un Icaro, qui est un chant de guérison qui accompagne donc toute la cérémonie. J'ai eu la chance, moi, par Justina, de vivre, de me transformer en anaconda et de sentir le lien qu'il y avait entre tout le vivant, et de voir, comme des filaments lumineux, tout le lien qu'il y avait entre le végétal, les animaux, le minéral et l'humain. Et quand on parle de cette interdépendance dans le bouddhisme, quand on parle de cette interdépendance que ce soit Pierre Rabhi aujourd'hui qui le dit, ce philosophe agriculteur, et qui parle de cette révolution des consciences qu'il faut avoir par rapport à cette interdépendance du monde et cette terre nourricière, finalement on en revient à ça complètement avec les peuples premiers. Et donc Justina m'a donné vraiment à vivre ça. C'est-à-dire que je ne voyais pas un anaconda, j'étais l'anaconda. Donc je sentais sur moi les branchages, je pouvais soulever la tête et voir la canopée des arbres, tout en me disant mais c'est complètement dingue. Et à me regarder et à me dire mais j'ai pas de branchages. Ce que je lis aussi dans les yeux de Nelly, se dit mais elle est folle. Et Non, je trouve que c'est très beau. Et donc c'était incroyable parce que j'avais à la fois, je vivais ça et j'étais surprise moi-même de le vivre. Et donc on va, oui, on pousse les frontières beaucoup plus loin. Et c'est totalement surprenant, c'est totalement bouleversant. Vous êtes bouleversé, mais vraiment au niveau cellulaire, hein. C'est quelque chose qui vous transforme et qui vous métamorphose, et qui est on parle du voyage comme une métamorphose. C'est vrai que le voyage aventureux est une métamorphose. Vous ne revenez pas d'un voyage comme vous êtes parti, forcément. Mais un voyage chamanique, vous n'en revenez pas non plus. Je suis pas sûr que Nelly, vous ayez envie de faire cette expérience.
Si, boire ne le croyez pas, ne croyez pas que je n'ai pas envie de le faire, mais je pense qu'il faut avoir la chance, et vous le dites d'ailleurs très bien dans cet article, d'être totalement en confiance avec quelqu'un qui vous guide. Parce que je pense, et Corinne Sambrin qui était venue nous parler ici l'année dernière de ses expériences chamaniques aussi nous le disait, je crois que c'est extrêmement dangereux de le faire de manière sauvage. Totalement. Si j'étais appelée par une Justina qui appellerait Saleili, je pense que je serais en confiance et que là, je pourrais le faire. Non, au contraire, je trouve ça très beau que vous ayez eu la chance de vivre cela. Cela dit, je pense que même sans les psychotropes, il y a des moments dans la vie, que ce soit dans des pratiques ou pas, où on peut, je pense, vivre des expériences qui sont quand même de cet ordre. Complètement. C'est pas pour rien que les mystiques nous racontent aussi qu'ils deviennent justement les éléments de la nature ou qu'ils se fondent dans le tout. J'ai l'impression que c'est quand même une grande expérience universelle et que pour peu qu'on se donne la peine de déchirer le voile qui nous sépare du tout, on peut y arriver. Alors évidemment, il y a des substances qui y aident. Complètement. Il y a des substances qui aident à avoir cet état de conscience modifié. C'est un accélérateur, je dirais. Et comme vous dites, il faut être guidé. La problématique aujourd'hui, évidemment, c'est que il y a beaucoup de personnes qui veulent aller trop vite et qui pensent pouvoir faire un trip Voilà, c'est ça. Oui, d'une parce qu'il y a heure, des d'une voyages nuit. organisés autour de Oui, ça même. il y a des dérives qui sont très importantes, évidemment, au Pérou, dans le bassin amazonien, et parce qu'il y a beaucoup d'argent à la clé. Donc les gens s'improvisent chamans sans connaître du tout, évidemment, les icaros, ces chants de guérison, sans avoir fait les diètes nécessaires, donc ces ascèses de plantes pour pouvoir avoir la connaissance du monde invisible et d'avoir le lien avec les chaikoni, qu'on appelle les esprits de la forêt. Et quand vous n'avez pas la chance de pouvoir être guidé par ça, ça peut être très dangereux. Il y a évidemment, moi, Justina a soigné beaucoup de personnes qui ont été amenées à ne pas redescendre une fois la porte ouverte et qui se retrouvent dans des grandes difficultés physiques parce que justement, ils n'ont pas été guidés. Donc, d'ouvrir une porte, oui, mais une porte en étant guidé, en ayant une main solide qui vous accompagne. Parce que c'est des mondes qui sont évidemment très puissants. Alors on va écouter les fameux chants de guérison. Vous êtes sur France Culture dans l'émission Les Racines du Ciel en compagnie ce matin de Priscilla Telmont. Nous parlons de l'exploration du monde comme exploration de soi. Lilian Var. Oui, Priscilla Telmont, en regardant un peu ce que vous avez fait pour préparer cette émission, m'est venue l'envie de vous lire un texte d'une poétesse totalement inconnue en France et qui, j'espère, deviendra plus connue dans peu de temps. C'est une poétesse esquimau ou Innu. Sa langue, c'est l'Innu. Elle s'appelle Rita Mestokosho. Elle est canadienne, en fait. Donc, c'est une esquimau du Canada. Et en fait, il y a une traduction, une édition bilingue, Innu-français, de ses poèmes qui va paraître en septembre 2014 aux éditions Bruno Doucet. Et il se trouve que j'ai eu à lire quelques-uns de ses poèmes. Et je me suis dit, mais c'est exactement ce qu'il vous faut, ça vous ressemble. Magnifique. Et cette femme, je voudrais juste dire un mot de l'introduction qui va accompagner donc de ces poèmes, qui est quand même de Leclésio. Je vais juste citer une phrase de Leclésio qui me semble résumer aussi ce que vous nous avez dit et d'Alexandra Davinel et de Justina. Elle est pleine de cette puissance féminine qui imprègne les peuples anciens,
Haida du nord-ouest du Canada ou Ainus du nord du Japon, la voix des chamans, la voix des conteuses, quelque chose de calme et d'incorruptible qui s'ouvre sur l'avenir. Et voici donc ce poème de Rita Mestokosho. Viens marcher avec le printemps, sans le vent sur tes joues. Sois libre de tes mouvements. Prends le temps de vivre. Car demain ne t'appartient pas. N'oublie pas ta promesse d'aller retrouver la paix dans une forêt, dans une maison en bois. Retrouve le battement de ton cœur. Nous partirons les yeux fermés, le cœur enveloppé du parfum de la terre. L'automne Washtesiu qui nous dira « Viens, viens mon ami, mon frère, oui, je t'attends. » Depuis cet instant où ton souffle a touché mon âme, oui, je t'attends mon frère. Alors nous partirons tous deux. J'ai vu la montagne dans sa splendeur, j'ai entendu la rivière dans son désir. Quel plaisir et quel bonheur d'être dans les bras de la terre. Et lui, ce grand mystère que je découvre dans son absence, chercher la vérité au creux de ses mains, je respire l'air qu'il habite, voir son regard s'évanouir dans le mien, pendant qu'il ferme les yeux sur mon corps, pour mieux goûter à l'instant, j'entends son cœur battre. J'aime son silence, j'aime sa voix, j'aime son reflet. J'aime l'invisible que je ne peux toucher, mais que je sens avec force en moi. Les arbres sont témoins de mon amour. Les rochers entendent encore aujourd'hui l'écho de ma grande tendresse. Sur le ciel qui nous enveloppe, mon corps est fait de branches de sapin entremêlées à toutes les saisons du monde. Quelle beauté. Quelle joie. Oh là là, quelle énergie vitale, finalement. Ça me rappelle cette phrase de Shakespeare qui dit qu'il n'y a plus de merveilles en ce monde que n'en peuvent contenir tous nos rêves. Et c'est vrai, le vivant autour de nous est un cadeau, absolument un cadeau. Alors, vous nous avez dit tout à l'heure que ce qui était le plus important pour vous dans ces voyages, c'est les rencontres. Vous nous avez parlé de certaines rencontres, notamment celle avec cette femme en Amazonie. J'aimerais que vous nous parliez d'autres rencontres d'anonymes, pas forcément de grands maîtres spirituels, mais on est touché quand on regarde votre DVD de voir que vous rencontrez des gens dans le soir, les campements, vous êtes accueillis par des nomades qui vous reçoivent, etc. Et notamment, il y a un moment très émouvant où vous rencontrez des enfants qui vont quitter leur famille, qui ont 6 ans, 5 ans, 7 ans, et qui vont devenir moines. Donc les familles les envoient très très loin pour aller dans un monastère, puis vous les perdez, puis vous les retrouvez 1 mois ou 2 mois après à Lhasa, c'est bouleversant. Dites-nous un peu, faites-nous partager quelques-unes de ces rencontres qui vous ont le plus ému, et qu'est-ce que ça vous a laissé comme trace à l'intérieur de vous? Tous les jours, on rencontre des êtres, je crois que même à travers un sourire d'un inconnu, ça peut être vraiment une communication silencieuse, mais qui est magnifique. C'est vrai qu'en voyage, moi j'ai la chance de rencontrer beaucoup de gens, et je vais au-delà, je vais vraiment vers les gens, c'est ce qui m'intéresse le plus. Durant ce voyage, vous parliez des enfants, de cette caravane d'enfants magnifiques qui allait devenir moines et nonnes, et qui était guidée par un couple de parents. Et il faut imaginer qu'ils avaient entre 5 et 10 ans, à marcher entre 30 à 40 km par jour, parfois dans des tempêtes de neige. Et ça a été bouleversant parce que vous vivez un voyage qui, évidemment, vous métamorphose, vous transforme, guidé par une grande femme qui a fait ça à 56 ans, et vous rencontrez des elfes, des petites fées de 5 ans, 6 ans, qui, du haut de leur jeune âge, vous donnent la plus belle leçon de vie, que d'être heureux parce qu'on vit. Et malgré la route mauvaise, malgré l'interdiction militaire chinoise, malgré le peu de nourriture que nous avions, ils avaient une telle joie de vivre. C'était éblouissant. C'est-à-dire que au réveil, c'était un sourire à l'existence permanent. Et malgré mes pieds qui étaient en sang et ma dysenterie et mon sac à dos qui était bien trop lourd, je me disais, dis donc, ces enfants sont une leçon de courage incroyable. Et donc, j'ai eu la chance, de partager 1 semaine avec eux.
Ça a été très beau. Et puis après, les militaires chinois, on est arrivés dans un village et ça faisait une semaine qu'on mangeait de la tsampa, cette farine d'orge grillée qui est la nourriture principale des Tibétains, qui est la seule céréale qui pousse à plus de 4000 mètres. Et donc, on est arrivés dans un village et c'était la fête parce qu'on pouvait manger des pâtes. Donc, j'ai invité toute notre petite troupe en disant, on va aller se nourrir d'autre chose que cette tsampa qui est notre nourriture depuis des semaines. Et on a été dénoncés. Et donc, j'ai des militaires qui nous ont interdit de continuer la route ensemble vers Lhasa. Donc, ça a été un déchirement parce qu'on était vraiment formé une famille après quelques jours passés ensemble. Et la chance, comme vous le disiez, a fait que, je ne crois pas au hasard, a fait qu'il y avait peu de chances, en tout cas, de se retrouver, mais le très beau hasard et des très belles synchronicités nous ont permis de nous retrouver à Lhasa. Et les enfants, avant de se rendre dans les monastères qui les attendaient, on a pu avoir un moment très doux après une séparation extrêmement violente par les militaires. Et je crois beaucoup à des rencontres je crois qu'on peut être attaché à des gens sans forcément passer des mois, des années avec quelqu'un. Même une soirée, parfois, on peut quitter des personnes où on a le sentiment d'avoir partagé une vie avec eux. Oui, alors qu'on peut vivre une vie avec quelqu'un et ne pas avoir fait cette intensité de rencontre. Et je crois que c'est aussi parfois quand vous savez que vous n'allez pas revoir les gens. Et quand vous l'essentiel, avez cette acuité de sentir que vous ne verrez pas les gens qui vous donnent cette force aussi de la rencontre. Moi, j'ai eu des moments où vous quittiez les gens parce que vous savez que vous devez partir dans un voyage au long cours. Parfois, vous luttez aussi un petit peu contre le temps, même si vous vous donnez le temps et que le voyage en lenteur, pour moi, est le voyage que j'aime pour justement avoir le goût des saisons, le goût du temps, le goût de la rencontre et de ne pas aller trop vite et donne une intensité à la vie. Et c'est vrai que quand vous passez, vous avez une grande hospitalité quand vous vous présentez à pied dans des villages ou dans des campements de nomades. Les gens ont tout de suite, en quelques secondes, savent par quoi vous êtes passé pour arriver jusqu'à eux. Et donc il y a un échange du regard qui passe tout de suite par ma maison est petite mais mon cœur est grand et viens boire un thé chaud. Et de là, on peut passer une soirée à se raconter nos vies, à partager une intensité très, très, très forte et se quitter le lendemain comme si on avait passé une vie ensemble. Et donc, oui, j'ai eu des rencontres magiques et qui sont en moi et que je garde en moi. Je crois que les rencontres, on les porte toute sa vie. Tout à fait. Le pape François a une très belle phrase. Il dit ce qui fait la beauté d'une vie, c'est d'avoir le cœur rempli de noms et de visages. C'est exactement ce que vous avez vécu dans tous ces voyages. Oui. Oui, et peut-être pour nos auditeurs qui ne vous voient pas, je crois qu'ils entendent dans votre voix cette incroyable joie. Mais je voudrais quand même leur signaler que vous l'incarnez et que quand vous parlez de ces enfants, vous avez les yeux qui brillent. On sent que vous êtes vraiment dans cette joie de la rencontre. Merci. Merci beaucoup, Priscilla Telmont, de nous avoir fait partager ces voyages et ces rencontres. Merci à vous. Merci vraiment.